Ok, bah écoutez, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu à notre atelier. C'est la première fois que ici à Montréal, on propose des sessions d'atelier. D'habitude, c'est vraiment plus des conférences. Mais Women Tech Makers en général propose différents ateliers. Donc l'organisation Women Tech Makers qui est une organisation propulsée par Google pour célébrer la journée, non, en fait, les femmes en tech, à ce chapitre et puis cette initiative de International Women's Day, où chaque année, on célèbre la journée internationale du droit de la femme. Et ici à Montréal, on en fait une conférence, comme vous voyez, avec deux tracks parallèles. Donc, juste avant de commencer officiellement, quelques petites règles de la session et de la conférence en général. Soyez courtois. Les sessions sont enregistrées. Si jamais vous avez n'importe quel problème ou si vous préférez que vos images ou vos sons ne figurent pas ensuite dans la diffusion, laissez-nous savoir. On est tout à fait capable d'enlever, de couper. Donc nous, c'est vraiment pour avoir une idée pour nous de comment ça s'est passé puis avoir un peu de feedback. Même quand c'est pas enregistré, donc le reste de l'espace de conférence n'est pas enregistré, le chat va être éliminé, puis toutes vos informations sont éliminées à la fin de la conférence. Mais malgré tout, c'est des personnes que vous avez en face de vous, donc restez polis, restez courtois. Si jamais vous rencontrez un problème quelconque, vous êtes capable d'aller vers les bénévoles. Les bénévoles, vous pouvez les reconnaître dans la liste des participants. Ils ont un petit tag bénévole devant leur nom. Ou alors, venez nous voir. Toutes les organisatrices Women Tech Makers ont le WTM, comme vous voyez sur mon nom, puis celui de Gemma. Venez nous voir, venez signaler, et puis on fera en sorte que ce soit réglé. Posez vos questions. La session est interactive. On aimerait vraiment que vous participiez avec nous. Si vous avez des commentaires, du feedback, ça nous intéresse. Comme je disais, c'est la première fois qu'on donne des ateliers, donc on veut savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez avoir l'année prochaine ou au cours de cette année. Et puis, n'hésitez pas à être actif sur les réseaux sociaux, partager. On a différents hashtags qu'on utilise pour cette année. Donc, voilà. Pour les questions, si jamais vous n'êtes pas à l'aise de désactiver vos micros, de passer à l'oral, ça ne fonctionne pas, vous préférez ne pas le faire, vous pouvez toujours utiliser le chat. Donc, si vous regardez sur votre colonne à gauche, il y a un chat, et puis vous pouvez sélectionner Nearby. En sélectionnant Nearby, seules les personnes qui sont dans notre espace actuellement seront capables de lire et de recevoir ce message. Donc, on ne va pas spammer le reste de la conférence, c'est des messages pour nous, et puis on va essayer de les surveiller et de répondre à vos questions. Et puis voilà, écoutez, chaque année pour la Journée internationale des droits de la femme, Women Tech Makers collabore en général avec beaucoup de départements qui font des produits de Google. Cette année, pour ce workshop, c'est la section PAIR. Donc PAIR, c'est People and AI Research. Et puis le département de TensorFlow, qui est plus le framework de développement d'intelligence artificielle de Google. Et donc cet atelier est fait, donc est mis, put together, est mis, préparé par ces équipes-là. Et nous, on ajuste ça pour notre audience et pour notre public. On a beaucoup passé du temps à essayer de trouver une quote qui serait intéressante. Donc, qui montrerait en même temps l'importance de penser à votre produit, de penser à vos utilisateurs et à vos utilisatrices, mais aussi de montrer l'importance de mettre en avant et de pousser les femmes vers le haut. Finalement, hier soir, on s'est dit que cette quote-là faisait pas mal toute la job. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on est dans une société, on est en 2021, le monde avance et puis la diversité dans la tech, on y est, on avance doucement, mais on n'y est pas exactement. Il faut être conscient que les femmes en tech, ce n'est pas juste une question de nombre. C'est pas assez que votre compagnie ait 90% de femmes si ces femmes-là sont juste dans les pages juniors, puis
puis que le haut, les C-levels soient tous des hommes. Ça compte pas comme de la parité. Ça s'appelle un toit de verre, c'est un glass ceiling, et c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer dans la vie. Je pense que c'était la partie où on voulait plus promouvoir les femmes en tech. Là, on va vraiment commencer. Donc, écoutez, bienvenue à notre atelier. Officiellement, c'est parti. Moi, c'est Huda. Vous pouvez m'écrire sur Twitter ou sur LinkedIn. Je suis présente et je réponds. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel par mon adresse courriel que vous recevez, sur lequel vous recevez les communications de Women Tech Makers. My name is Gemma. I'll be speaking in English mainly. Yeah, you can find me on Twitter or LinkedIn as well, and I will be doing the design part of the workshop. Donc, avec moi, on va plus faire la partie technique. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu et une intuition sur l'intelligence artificielle. Donc, si vous n'êtes pas développeur en IA, aujourd'hui, on ne va pas apprendre à coder et à développer des choses compliquées. Je vais vous montrer comment faire, vous donner l'intuition, essayer d'expliquer au maximum qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va regarder des maths, on va regarder du code. On va faire ça de façon... On ne va pas aller vraiment très en détail là-dedans, à part si vous êtes très avancé dans le développement. Et puis, surtout, pour nous, ça va être d'amener la conversation vers comment est-ce qu'on fait notre produit d'intelligence artificielle correctement et comment est-ce qu'on collabore au sein d'une équipe pour pouvoir le faire, pour que nos utilisateurs et nos utilisatrices soient capables d'en profiter, ne soient pas lésés par nos produits. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attend ici? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec TensorFlow, on va commencer à entraîner votre propre réseau de neurones. Dépendamment, on va juste en parler juste après, mais dépendamment de votre niveau actuel, ça sera soit vraiment à l'écrire sur du code, ou alors utiliser une interface plus amicale, en fait, qui nous permet de faire la même chose. Et puis, avec Gemma, ça va être plus de comprendre le pourquoi on fait ça, plutôt que le comment on fait qui serait avec moi. Oui, c'est ça. Yeah, so we will be focusing on the design part, like the what and the why as well. So we will explore more the pair. Right. Yeah. So now that we discussed what you brought you here, let's talk about why we are here today, Hood and I. So if you could, yeah. So let's take a look at this diagram. It's like a high-level overview of machine learning. So as an engineer or data scientist or developer, designer, there's a lot that you're responsible for when it comes to collecting and cleaning the training data, building and training your models, developing it, and more. But yeah. We are also human, meaning we are both intentionally and intentionally shape every facet of machine learning. So we influence how the models are going to work. So because, humans, we are not perfect. So we influence with our bias, with, unintentionally, we can actually influence the model. And because we're also the ones who choose the data sources, determine the evaluation metrics, and all of us get affected by the results. So as we can see here, so you're going to see this diagram a lot during the workshop, and we are going to go through it with the exercises to take you on each phase by exploring the implications of that on your users. So we will be talking about our decisions, like how we take the data from, like it will influence the model, and then that will determine our criteria and metrics, and then at the end we get affected by the results with all the decisions we made. So that's important to keep in mind.
Donc, comme Gemma vient de le dire, le cycle que vous voyez ici, c'est le cycle en général. On prend des données, on fait des modèles, on évalue, on fait le tour, on continue. Mais c'est nous qui le faisons, nous, humains, avec nos idées préconçues, même quand on ne le veut pas, avec des influences culturelles, avec des influences politiques, sociales. Alors, l'idéal, c'est d'essayer de se détacher au maximum de tout ça, mais surtout garder en tête que même quand on essaye, le fait d'essayer est quand même influencé par nos propres perceptions. Donc, c'est bon de le savoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça? Voyons l'aspect technique. Alors, première question pour vous. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire, globalement, est-ce que quelqu'un a une intuition ou quelque chose à partager par rapport à comment est-ce qu'on apprend? Quand vous avez appris à différencier une pomme d'une orange ou un chat d'un chien, comment est-ce qu'on a appris ça? Est-ce que, bon là, c'est sûr que sur mon support, j'ai des pommes et des oranges. Est-ce que si on disait un chat et un chien, quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on fait la différence entre un chat et un chien? Par des images, par contre. Si on vous montre des images, donc on n'a pas de son, on a juste des images. Ok. Est-ce qu'on est capable? Donc c'est des belles questions. Tout ça, c'est vrai qu'on regarde des exemples puis on apprend. Puis on a des petites astuces. Donc peut-être des oreilles longues, même si les chats et les chiens ont les mêmes. Puis oreilles longues plus poils courts ou poils longs. Peut-être la taille. Mais est-ce que quand on apprend, on se fait une liste puis on dit bon ben ça check, ça check, ça check, ça c'est bon. Et puis on a comme une liste qui se remplit, et si tous les critères y sont, on répond, ou est-ce qu'on a l'impression que ça se fait tout seul? Moi, je pense que, en tout cas, dans nos expériences dans la vie, on a appris, puis des enfants, des fois, quand on leur montre, on leur dit ça c'est un chat, ça c'est un chien, puis quand on leur demande, ils disent ah ben c'est un chien, puis tout ce qu'on dit pour les corriger, c'est non, non, ça c'est pas un chien, c'est un chat. Sans pour autant aller dire regarde la queue est longue ou est courte ou est enroulée. Et puis à force de voir des exemples et de se faire corriger, notre cerveau arrive à trouver des connexions et puis à associer beaucoup de critères que nous on voit avec une réponse, une information. Comme vous voyez ici, dépendamment de si notre bonhomme il voit une orange ou une pomme, c'est un peu trop rapide, mais les connexions qui s'activent dans le cerveau avec ce schéma très simplifié sont différentes. Alors, les chercheurs de sciences cognitives et d'intelligence artificielle se sont dit, bon, le cerveau c'est un truc très complexe, mais on sait que d'un côté on donne un exemple et de l'autre côté il y a une prédiction ou une réponse qui ressort. Et l'autre chose qu'on comprend du cerveau, même si on ne comprend pas tout, on sait qu'il y a des neurones, que ces neurones sont connectés dans des réseaux et puis qu'il y a des régions dans le cerveau qui s'activent dépendamment de ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Mais si on reste vraiment dans juste la vision, dépendamment de ce qu'on voit, on a des petites régions qui vont fire, on dit ça en anglais, qui vont s'activer. Donc, l'intelligence artificielle, finalement, c'est vraiment juste une modélisation d'un processus qui est complexe, que même si on ne comprend pas parfaitement, on s'est dit on en comprend assez pour essayer de le reproduire. Ça a pris un peu de temps, mais ce qu'on essaie de faire avec des modèles d'intelligence artificielle du type deep learning, c'est de reproduire ces réseaux-là pour générer des prédictions basées sur des exemples et puis des corrections. Cool. Est-ce que l'idée générale vous parle? Donc, si je n'ai pas de questions, je continue. Alors, intelligence artificielle, grand mot. Dedans, on a plusieurs processus. Un processus qui s'appelle machine learning, d'autres qui s'appellent deep learning. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le deep learning et surtout le deep learning par réseau de neurones artificiel, qui simule ce que je vous ai montré plus tôt, le mécanisme de vision. Donc, excusez. Ce qu'on va essayer de faire, c'est entraîner des modèles en utilisant des réseaux de neurones, et puis essayer de voir
qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, les réseaux de neurones sont vraiment la meilleure structure pour ce qu'on appelle des données structurées, la meilleure architecture pour des modèles structurés, comme les images que je vous ai montrées, mais aussi du texte, du son, etc. Et donc là, nous, on aimerait ça pouvoir mettre la main dans la pâte. Là, vous voyez un lien sur votre écran. Si vous cliquez sur ce lien, on peut peut-être vous l'envoyer dans le chat. Donc, juste pour être certain, je vais vous envoyer le lien dans le chat, mais j'aimerais que vous restiez quand même sur notre appel. Donc, si vous êtes capable d'ouvrir ça dans une fenêtre différente. La première chose que vous devriez être capable de faire, c'est d'aller dans Runtime, changer le Runtime Type et vous assurer que vous avez un GP. Puis, mettre Save. À partir de là, vous devriez être capable de vous connecter. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez laisser votre notebook ouvert à côté et on va revenir un peu sur l'explication plus technique avant d'aller dans le code. Alors, TensorFlow. Pourquoi est-ce qu'on parle de TensorFlow ou de réseau de neurones? TensorFlow, c'est vraiment une librairie de deep learning qui a été développée par Google. C'est une librairie qui est développée en Python. Donc, c'est un des langages de programmation qui est beaucoup utilisé actuellement pour faire des réseaux de neurones. Et qui a un back-end en C++. Ceci dit, le développement depuis quelques années, enfin ces 2 dernières années, on est aussi capable d'écrire des modèles de réseaux de neurones en JavaScript pour, par exemple, les faire tourner directement dans votre navigateur. La librairie a été développée et lancée par Google en 2015. Il y a beaucoup de contributeurs dans le monde, elle est open source. Vous pouvez aussi contribuer au développement par vous-même en rejoignant la communauté. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est écrire le réseau de neurones en Python. Alors, la première chose qui est faite, donc comme on l'a dit avant, c'est les données. On va chercher les données, on va essayer de les importer, de voir qu'est-ce que c'est. Si vous vous souvenez, c'est la première partie de notre cycle. Et donc, l'idée, c'est que nous, dans le notebook que je vous ai partagé, le set de données qui va être utilisé, c'est un set qui a été déjà fait, qui est utilisé beaucoup en recherche pour évaluer les modèles. Ça s'appelle le MNIST. Ce set de données, c'est beaucoup d'images, de chiffres écrits à la main. Et donc, la tâche des réseaux de neurones, c'est on va te donner une image d'un chiffre écrit, et puis toi, tu vas essayer de deviner quel est le chiffre. Donc, on lui donne l'image, ici, et on lui demande de prédire le chiffre qu'il voit. Donc, l'avantage d'avoir un dataset varié, c'est que bon, là, on peut voir qu'on a tous nos chiffres, mais des fois, vous voyez, le 3, c'est peut-être un 8, c'est peut-être un 3. Bon, là, il est un peu plus obvious, mais est-ce que ça, c'est un 1, ça, c'est un 1, ça, c'est un 4 il y a vraiment beaucoup de variétés, puis on pense que ce n'est pas tout le temps les mêmes exemples. Dans ce set de données, qu'est-ce qu'on a? On a 60 000 images pour entraîner et on a 10 000 images pour tester. L'entraînement, c'est la partie apprentissage. On te montre un exemple, tu devines, tu te trompes ou pas, et puis au fur et à mesure, tu continues. Et le test, le set de tests, c'est la partie vraiment évaluation, comme quand vous passez vos tests à l'école ou à l'université. Vous avez des questions, on ne vous montre pas la réponse à la fin, c'est un passe ou un fait. Donc, ça permet d'abord, l'entraînement, ça nous permet de rendre notre modèle très robuste. Et le test, c'est vraiment de s'assurer que notre modèle n'a pas juste appris par cœur, mais qu'il a compris. Je pense que c'est quelque chose que vos enseignants à l'école vous ont beaucoup dit. Il faut comprendre, mais pas apprendre par cœur, dépendamment, pour ce métier un métier. Non, je rigole. Mais c'est pas mal l'objectif. Donc, notre set de données actuel qu'on va utiliser dans le notebook, si on utilise le notebook, ça va être ce set-là. Chacune des images a des dimensions de 28 par 28 pixels.
Et puis le petit 1 que vous voyez ici, c'est parce que ce sont des images en noir et blanc. Donc ça, c'est un petit détail, mais si jamais c'était des images en couleur, on aurait 3 canaux, le rouge, le vert et le bleu. Alors que là, c'est des images en noir et blanc, donc on a un seul channel. C'est un détail, mais c'est juste pour comprendre le petit 1, d'où il vient. Alors, on a dit on choisit nos propres données, on les collecte. En fait, mais ça, il était inversé, c'est pour ça que je les ai montrés en premier ordre. Objectif, créer les réseaux de neurones. Je vous présente mon chat, c'est Floki. C'est un vrai chat. Mais qui ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones. Alors, bon, je vous ai parlé des chiffres pour l'exemple et pour l'explication. On va utiliser trois formes, un carré, un cercle et un triangle. Donc, imaginez qu'on est en train de construire un réseau de neurones qui veut différencier entre le cercle, le triangle et le carré. On a le premier layer, c'est ce qu'on appelle un input layer, donc la première couche. Cette première couche, elle va recevoir l'information. Donc, disons qu'on lui passe un petit carré, elle va recevoir l'information. Cette information-là va, donc, imaginez la première couche comme nos yeux. Elle va recevoir le signal. Ça va passer dans un stock de couches cachées qu'on appelle hidden layers. Il va se passer des choses à l'intérieur. Et puis à la fin, on va avoir le output layer, donc le dernier, qui va nous permettre de prédire, en fait, là, mais qui va nous permettre de prédire la probabilité que ce soit un carré, un cercle ou un triangle. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, nos images, elles avaient une dimension de 28 par 28. Ben, imaginez qu'au lieu d'avoir un 1, on avait un cercle, 28 par 28 pixels. Chacun de ces pixels va être envoyé à notre première couche qui s'appelle le input layer. Et dans cette couche, il va y avoir des neurones. Alors, comment est-ce que cette architecture fonctionne? Les neurones de la première couche sont connectés à celles de la couche qui suit. Un peu comme dans notre cerveau, on a dit, on a plein de petits neurones qui sont connectés. Et donc, chacun de ces neurones va être connecté à... Pardon, je ne montre pas dans le moment. Chacun de ces neurones va être... Ouf. Excusez. Donc là, c'est notre image de 28 par 28. Chacun de ces pixels va être donné dans un des neurones de notre input layer. Et puis chacun de ces neurones-là est connecté aux neurones de la couche qui va suivre, comme vous pouvez le voir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on voit des chiffres? Les chiffres que vous voyez qui connectent chaque neurone à celui de la couche qui suit s'appellent des poids. Chacun de ces neurones va avoir un poids. Donc, pensez-y comme à quel point sa voix va compter. Donc, ce qu'on a ici, d'un point de vue plus informatique, c'est que les inputs vont être multipliés par les poids et vont être envoyés à la couche qui suit. Ensuite, les neurones dans cette couche-là ont déjà une valeur à eux qui s'appelle le biais. Donc, ce biais va être ajouté à la multiplication. Donc, on a une valeur d'input, elle est multipliée par son poids, et on lui ajoute une valeur qu'on appelle le biais. Une fois qu'on a cette information qui se propage, elle va passer à la couche qui suit, encore une fois, et elle va passer à travers un filtre. Alors, quel est ce filtre-là? J'essaie de voir si je suis encore dans la maison. Bon. Excusez-moi, parce que je pense que je ne passais pas les slides correctement. Est-ce que vous avez besoin que je répète ou est-ce que tout va bien?
En good? C'est bon. Alors, on a un input multiplié par son poids. Ça passe dans une deuxième couche. Cette couche-là a aussi une valeur associée. On appelle ça le biais. Donc, à ce stade-là, on a la somme des inputs avec leur poids et le biais. Toute cette somme-là va passer à travers un filtre. Dépendamment du filtre qu'on va choisir, il y a juste des valeurs qui vont passer. Donc, les valeurs les plus importantes. Ce filtre-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déterminer quel neurone dans la couche intermédiaire va s'activer. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit on voit des choses et puis dépendamment, on a des neurones qui s'activent dépendamment de ce qu'on pense l'information être. Donc ici, ce qu'on a, c'est que, si vous voyez, une fois que c'est passé à travers le filtre, seuls les neurones qui ont les plus grands poids à chaque fois vont s'activer. C'est comme ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le forward propagation, et ça va arriver au layer, à notre output layer, qui est supposé être notre layer de prédiction. Et donc, si on applique la formule, donc on avait x1 fois le poids plus le biais à chaque fois, on va se retrouver avec des probabilités, avec des valeurs sur notre output layer. Et la valeur la plus grande correspond en principe à la bonne réponse. Le problème, c'est que initialement, toutes ces valeurs-là sont juste des chiffres aléatoires qui sont posés. C'est comme si vous appreniez une langue étrangère complètement, que vous utilisiez des cartes de révision avec dessus. Vous connaissez les cartes de révision, vous avez la question d'un côté puis la réponse de l'autre. Alors, imaginez que vous apprenez un langage que vous n'êtes même pas capable de lire. Okay? Puis je vous montre une image. Je vous dis, qu'est-ce que c'est? Vous pourriez tout aussi bien dire pomme que route que soleil. Votre cerveau, il va juste dire des choses. Comme vous seriez capable de générer une réponse. Clairement, cette réponse est fausse. Vous retournez et là, vous apprenez qu'en fait, ce truc-là, c'était route. Là, vous allez corriger l'information. Mais la première fois, c'est comme dans notre réseau de neurones. Le premier cycle, c'est n'importe quoi. On sait très bien que nous, on sait que c'est un cercle. Et pourtant, on dirait que notre réseau, ce qu'il pense, c'est que c'est un carré. L'idée, c'est que de la même façon qu'on a ces cartes-là, quand on donne les données d'entraînement à notre réseau de neurones, on lui donne aussi la bonne réponse. Et donc, quand il compare la probabilité, les probabilités que lui a générées aux bonnes réponses, pour chacune de ces classes-là, le carré, le cercle et le triangle, il est ensuite capable de savoir s'il doit augmenter, comment est-ce qu'il doit modifier cette formule-là, qui l'a fait amener à un carré, pour qu'elle amène un rond. Donc, il se renvoie lui-même l'information en disant ah, pour le carré, c'était trop haut, il faudrait descendre un peu. Pour le cercle, c'était trop bas, il faudrait remonter. Pour le triangle, c'était bien, tu as prédit 0,1, c'est clairement pas un triangle. La prochaine fois qu'il va avoir un triangle, qui va le corriger et qui va prédire un cercle, il va ajuster l'information pertinente pour le triangle. Et ça s'appelle le backpropagation. Donc, il renvoie l'information en arrière pour ajuster. Et le cycle d'entraînement, quand on dit entraîner un réseau de neurones, c'est ça qu'on fait. On lui donne des images, on lui dit devine, mais au bout, une fois que tu as fini de deviner, compare ta réponse à la vraie réponse qu'on t'a donnée. Dans le jargon, ça s'appelle le ground truth ou l'étiquette. Et puis, ramène l'information en arrière. Et ajuste-toi au fur et à mesure. Les maths de tout ça, c'est que nos prédictions correspondent à cette formule-là. L'architecture correspond à ça. Et puis, si vous voyez, on a quand même essayé de faire des choses qui ressemblent à peu près à des neurones. Je ne vais pas m'interdire sur les maths, je pense que ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. C'était vraiment de vous donner une impression de on a des signaux qui se propagent, on devine, on ajuste et on revient en arrière. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est exactement ce qui se passe pour les chiffres. Donc, l'exemple que je vous ai montré avec les chiffres, c'est ce qui se passe avec les formes, c'est aussi ce qu'on a avec nos chiffres. Donc, on a chacun des pixels qui est donné à notre vecteur et on a des prédictions qui sortent. Comment est-ce qu'on écrit ça en code? Dans TensorFlow, c'est ce qu'on appelle un code light mais concept heavy framework, c'est-à-dire que
En vrai, vous êtes capable d'écrire 10 lignes de code, vous avez tout un réseau de neurones qui est super performant, mais chacune de ces lignes contient beaucoup de concepts qui sont très lourds. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des tâches qu'on essaye de faire dans la vie avec de l'intelligence artificielle avaient déjà été faites. Donc, il y a un concept qu'on connaît qui s'appelle le transfer learning, c'est-à-dire, mon réseau a appris à écrire, à deviner ce que c'est qu'un cercle et ce que c'est qu'un triangle. Mais il a appris beaucoup de choses intéressantes. Peut-être que je peux lui refaire la même tâche, mais pour des rectangles et des carrés, et il ne serait pas si mauvais. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est imaginer que vous êtes capable de faire des robes. OK? Ben là, vous avez déjà acquis l'expérience d'être tailleur, de prendre des mesures, puis de faire une robe. Si je vous demande de faire des jupes, ça ne va pas être si compliqué. Maintenant, si vous savez faire des robes, mais que je vous demande de faire un bureau en bois, mais à part la géométrie puis prendre des mesures, il n'y a pas beaucoup d'expertise transférable. Donc, en intelligence artificielle, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de réapprendre et puis de refaire les architectures depuis le début. C'est qu'on est capable d'aller chercher un réseau qui a déjà été entraîné sur des milliers de données par des professionnels, par des centres de recherche, etc., et l'utiliser pour lui ajuster la tâche et lui donner des données qui sont assez proches. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est qu'on détermine comment évaluer notre modèle. Et ici, on lui dit, il faut que tu descendes. Il faut que tu ajustes tes paramètres pour aller un peu plus bas ou aller un peu plus haut afin d'arriver ici. Alors, imaginez quelqu'un qui est dans une pente comme au ski et que vous avez les yeux fermés et on vous dit, il faut que tu ailles en bas. Comment est-ce que vous savez où est en bas ou où est en haut? Si vous faites un petit pas, tout petit, ça vous amène vers le bas. Vous faites encore un petit pas, vous continuez à aller vers le bas. Quand vous faites encore un petit pas, ça vous fait avancer. Vous pourriez décider de faire des grands sauts. Vous pourriez décider que je vais sauter de 3 mètres. Le problème, c'est que ça vous amène beaucoup trop loin de votre minimum. Ça, combien de pas je fais pour arriver en bas, c'est ce qu'on appelle le learning rate. Donc, à quel point je vais répéter jusqu'à ce que j'apprenne quels sont les bons paramètres. On peut changer radicalement. On peut dire qu'on veut faire des gros sauts. Et sinon, on peut dire qu'on veut faire des tout petits sauts. L'avantage des petits sauts, c'est que on va probablement pas rater le minimum. L'inconvénient, c'est que ça peut prendre plusieurs jours. Si vous avez des milliers de données et qu'à chaque fois, vous décidez de changer un tout petit pourcentage de vos valeurs, ben là, vous y êtes pour longtemps. Si vous décidez d'aller et de faire juste des gros sauts et des changements radicaux, vous risquez d'être ce qu'on appelle bloqué sans jamais arriver sur votre minimum. Ça, on est déjà un peu trop en détail. Tout le reste ici, ça c'était vraiment dans le programme de Tech Makers, mais je pense que c'est beaucoup trop. Et moi, ce que j'aimerais que vous faisiez actuellement, c'est qu'on aille dans cette URL. Est-ce qu'il y a du monde qui est très à l'aise dans le code? Parce que sinon, moi, j'aimerais que vous vous rendiez à l'URL qu'on a ici plutôt. Et on va utiliser une interface qui est une interface très user-friendly et qui va vous permettre d'entraîner votre modèle d'intelligence artificielle par vous-même. Oui. Est-ce que vous êtes capable d'accéder au lien? Vous devriez être sur Teachable Wiki. Et puis, cliquez sur Image Project. Et là, ce que je vous propose, c'est que autour de vous, vous devriez probablement avoir un objet. Je ne sais pas si vous avez une bouteille d'eau. Moi, j'ai mon ami. Parfait. Sur les classes, on va dire que moi, je vais appeler ma classe Ouda. Classe, c'est vraiment juste quelle est la catégorie des 2 objets que vous voulez deviner. Ici, mon ami s'appelle Louise.
Et là, ce que vous êtes capable de faire, c'est décider, si vous voyez ici, j'ai activé, donc est-ce que tout le monde y est, déjà pour s'assurer? Ouais. Vous pouvez utiliser votre webcam et décider que pour la classe de votre face, vous allez enregistrer des images. Is everybody capable of following? Anyone has a trouble following? They can raise their hands. No, everybody follows. Good. Okay. Sur la deuxième chose, vous allez décider de, par exemple, lui donner un objet. Moi, je vais décider de lui donner Louise. Non, j'ai raté. Je l'ai mis sur le... On va mettre Louise. Et puis on va mettre Ouda. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire du transfer learning. On est en train d'utiliser un modèle qui a déjà été entraîné. Donc, en arrière, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un modèle qui a été entraîné à détecter plein de choses. Et vu qu'il est capable de différencier, en général, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des milliers d'objets différents, et bien en principe, il serait capable de différencier ma face de Louise. C'est pas mal le même modèle si vous utilisez Google Photos, qui vous permet d'aller chercher des photos basées sur les images des personnes que vous avez. Et à partir de là, une fois que vous avez vos deux classes, plus tard, vous pourrez vous amuser à mettre plusieurs. On peut décider, on peut cliquer sur Train the Model. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a époque, donc combien de révisions notre modèle va faire? À chaque révision, combien d'images il va regarder? Imaginez que vous êtes en train de faire, vous avez tout un référentiel d'exercices. Est-ce que vous faites tous les chapitres? Combien de fois vous les faites? Et combien d'exercices par chapitre vous faites? C'est la même affaire. Et puis le learning rate, c'est à quel point à chaque fois qu'il fait une erreur, il corrige. Et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la pente. Nous, on va laisser tout comme default, mais vous pourrez ensuite jouer à modifier toutes ces affaires-là. On va juste mettre train model. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas fermer votre fenêtre une fois que c'est fait. Alors, pendant que votre modèle est en train d'entraîner, on va continuer. Une fois que ça sera fini, vous serez capable de lui faire deviner vos objets. Donc, vous pourrez activer votre caméra, puis essayer de mettre votre face dedans, puis aussi l'objet que vous avez décidé, et vous allez voir que, en principe, il va être vraiment performant à pouvoir faire la différence. Dans notre cercle, dans notre processus, on a aussi dit que, bon, maintenant, on a entraîné. Vous voyez, par exemple, là, vous avez entraîné à différencier votre face de quelque chose d'autre. Si vous aviez décidé que, si j'avais décidé au lieu de mettre Ouda, j'avais mis humain, ce que j'ai dit à mon modèle, c'est que tous les humains me ressemblent. Le seul exemple que j'ai donné à mon modèle, c'est plutôt que de dire ça, c'est juste Ouda, ça,
Je lui ai maintenant dit, ça c'est humain. Et puis j'ai évalué mes performances, et puis on dirait que mon modèle, en fait, il est capable de faire la différence super bien entre un objet et un humain. D'un point de vue métrique, c'est vrai. Il a sûrement 99% de performance. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je pense que Gemma va pouvoir prendre Yeah. Yeah, exactly. So now let's focus on this. So right now you more or less got an idea of how to train your model, how it works, and you have more experience with machine learning. But now we have to think, what does it mean when your users, if they want using a feature or a product that is driven by machine learning, like we go from this yeah, that it's very complicated, right, to something like this. Like, say if you develop a mobile app that is the users that image is it like an image classifier to enable users to visually search their environment, so how we can go from one thing to another. And we have already use cases that machine learning is already driving everything from things that we use, Spotify, recommended engines, to, let's say, use cases where autonomous cars. So as more and more experience are built with machine learning, it's critical that, as product designers, developers, we understand the role that we play in making users feel comfortable, in control of technology, and not the other way around. I think it's very important that we focus on how the users feels and thinks it's in control, or it's in control on the product or the feature that they are using. And that's one aspect that's what we mean when we say human-centered AI, because it's especially given the general public's misconception around what AI even means. So that's why we are going to talk about the People AI guidebook. So this is an open source guidebook. You can go to the next slide if you want. Yeah. So the guidebook is open source, and it basically helps to make AI product decisions that are human centered. And we are going to, the guidebook has 6 chapters, which covers everything from how to identify the user needs, should we use machine learning in this, to acknowledge, machine learning can fail the model, it's not perfect, and how we can design or keep this in mind in order to make the right decisions for our users. We have to keep this in mind. But this time we are going to focus only on the chapter is explainability and trust, because we don't have a lot of time. So we are just going to keep this chapter in mind. Yeah, good. So in this chapter, we focus on how your users need to make decisions based on predictions of your model. Is everything understand? You understand everything up to here? If not, you can raise your hand. Yeah. And if I go too fast, just let me know as well, because I tend to. Et si vous avez besoin de traduction, n'hésitez surtout pas. Interrompez et je répète. Ouais, c'est ça. Okay, so for example, some of the questions that raised is how much should a user trust the AI system, and what are the ways to show the user confidence associated with an AI prediction? So, and you might notice that the second, the second question is grayed out. It's just because in this chapter it goes deeper on it, and right now we don't have the time to go through that one. But these are questions that we have to think. It's is the user trusting or not trusting, or predictions? They are predictions. So yeah, sorry, you will already know. So there's a spectrum, right? The user can be not trusting at all, or they trust too much. So the ideal is a calibrated trust, which is
they know that the system can fail, but as well they are giving them good inputs, or it's in a good sense, it works the prediction. So those are like the risks that we have to calibrate and figure it out. So we don't want that they assume they trust too much the system, but we don't want them to not trust at all. We are going to talk about a few samples now, how to calibrate trust. Yeah, you can go to the next. Oh, sorry. No, it's fine. There are like 3 key questions to ask yourself or like your team that, how can you help to set this all up? And first, we need to consider the situational stakes of the user experience. For example, for an AI-driven navigation map, it may not necessarily need to explain how like arrival time is calculated for a daily commute. But for example, if someone is trying to catch a flight, which is something that you don't usually do, but it's higher stakes, they may need to cross-check the timing of the recommendation route. So, like for example, in this case, the system could prompt them with an explanation of each limitation. For example, if the system only checks the traffic once, like every hour, we will need to tell the user, this is an estimation, but we keep in mind we are only like checking this once an hour. And other things to consider when we talk about situational stakes is what are the consequences if a user overtrusts the recommendations of the feature, and what about if they ignore a recommendation based on previous bad experiences. So those are things that we need to keep in mind. C'est clair jusque-là? Regarding the stakes, est-ce que tout est clair? Donc les impacts, oui? Oui, okay, perfect. And another component is the presence of or lack of system data impacting the feature's confidence. So for example, if you have a music recommendation app that claim to cater for all music lovers, but the feature is not trained in heavy metal, like that will be easily erode like the trust of many users. Or another example is like if you are installing an AI-driven navigation app, and your click accept all the terms and conditions, which includes the ability to the navigation app to access, for example, your calendar app, right? And then imagine you are using it, and then it tells you, you should leave now to your meeting because it's like it's in 1 hour and then there's traffic, so you should leave now. It can be that if you don't remember that you accept those terms regarding that you allow it to take access to your calendar, maybe the user is surprised and it doesn't, and it starts like not trusting you because it feels like you are like taking the data, or the opposite, like, it thinks that this app is accessing all your data, so you really trust the recommendations. So the ideal is to have like something in between, like, and make the user aware of what is accepting and what is not accepting in the terms of what accessibility, like what do they access and what or your feature is not accessing in terms of data. Yeah, you can go to the next one. So talking about yeah, cool. So just as important as system data, we need to consider the user knowledge that is being brought to the table. Like for example, if we have a user that is an expert on the subject, they will be scrutinizing the prediction much more heavily that a user that is not an expert and might be ended up over trusting the system. So those things yeah. Sorry, someone was yeah. We need to keep those things in mind. Yeah. So from here, I guess. Oh, pardon. Wait, you can switch. Moi, j'aimerais. Donc, on va prendre peut-être 10 minutes. On a assez pour faire un breakout. Non, on peut rester ici, en fait. On n'est pas très nombreux. Gemma et moi, on va se mettre sur mute et on va vous laisser dans la salle. Et puis, j'aimerais que vous discutiez et pensez à un moment où vous avez utilisé une application qui donne des prédictions ou des recommandations et quels étaient les enjeux. Et aussi,
quel type d'information vous saviez et qui impactait votre décision, soit d'utiliser l'application, soit de se dire ce truc est nul, il comprend rien. Et puis, qu'est-ce que vous pensez qui aurait pu être amélioré en fait? Donc, on va vous laisser discuter entre vous. Et, on reviendra dans 10 minutes. C'est vers là qu'on veut amener la conversation. Donc maintenant, vous savez, on a dit oui, on a les données, on entraîne, on vous fait des recommandations, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous, nous, nos utilisateurs fassent confiance? Parce que tout le monde commence à avoir conscience qu'il y a plus d'impact. Alors, est-ce que si on affiche la certitude du modèle ou par exemple, ce qu'on appelle le confidence, c'est suffisant? Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais, dans le modèle que vous aviez entraîné, est-ce que le fait de voir que c'est 100%, que votre modèle prédit 100% une classe, c'est assez? Mais probablement que c'est pas forcément toujours utile. C'est peut-être même probablement pas, ça a probablement même pas assez d'impact. Alors, l'idée, c'est que quand vous utilisez des systèmes, quand vos utilisateurs vont utiliser des systèmes, il faut décider qu'est-ce que vous voulez leur montrer, en plus de la prédiction. Quelle information est pertinente pour eux. Et on a différentes choses qu'on peut montrer. Et chaque type d'affichage, chaque type de visualisation a ses propres compromis. Prochaine slide, Gemma, s'il te plaît. Alors, on peut, par exemple, décider d'aller avec ce qu'on appelle le categorical, donc les catégories. Ça, c'est votre meilleure option. Comme par exemple ce qu'on avait fait pour notre carré, notre cercle ou notre triangle. La plus grande probabilité, il dit c'est un carré et c'est fini. Des fois, c'est bien. Des fois, ça nous suffit. Mais peut-être que c'est pas assez. On peut aussi aller avec le N-best, le top, disons le top 5 des recommandations ou le top 5 des prédictions. Mais à ce moment-là, ben, écoutez, il faut pouvoir expliquer et puis le dire explicitement à nos utilisateurs. L'autre façon, c'est de donner des pourcentages. Et une autre façon, c'est d'utiliser la visualisation de données. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, par exemple, la meilleure option, c'est ce que vous avez quand on essaie de compléter. Vous savez, c'est le autocomplete sur vos courriels, par exemple, ou quand vous écrivez vos messages. Le autocomplete, il vous donne pas 3 options différentes, puis vous cliquez dessus. Il affiche en gris la meilleure. Puis là, soit vous décidez d'aller avec, soit vous écrivez votre propre mot. Ici, par exemple, c'est comme si, quand vous avez écrit, ben, ça va déjà écrire chatting, mais bon, ben, soit vous décidez d'aller avec, soit vous allez choisir une autre chose. Mais il a déjà mis chatting dans votre texte. Prochaine slide. Un exemple des N-best, c'est quand vous faites de la traduction. Donc, jusqu'à il y a quelques années, je pense en 2018, en 2019, les traductions de Google proposaient juste une seule option. Et puis, la communauté a réalisé, vous avez probablement entendu parler de ça, qu'en turc, par exemple, quand le turc est un langage non genré, et puis quand quelqu'un essayait de traduire la phrase This is a dog. Non. Une personne est un médecin. En anglais, ça traduisait He is a doctor. Et puis quand on essaie de traduire. Oups, je suis encore là, oui. Une personne est un. Quand on essaie de traduire une personne est infirmier ou infirmière, voilà, le français est genré, donc c'est difficile, mais ça disait She is a nurse. Et donc ça associait le genre masculin à la profession médicale et le genre féminin à la profession d'infirmerie, alors que dans la phrase, en turc, il n'y avait pas de genre. Ça disait juste, ça serait l'équivalent de dire cette personne est médecin, cette personne est, mais infirmière se conjugue encore une fois, mais en tout cas, je pense que vous avez saisi l'idée.
Ce système a été changé depuis. Et donc maintenant, quand vous allez dans Google Traduction, Google va vous montrer la traduction qui pense être la meilleure. Mais en cliquant dessus, il vous propose aussi un certain nombre d'alternatives. Ces alternatives peuvent correspondre soit à des nuances de contexte, soit à plusieurs exemples qui ont été faits. Donc ça, c'est un retour d'expérience d'utilisateur qui a fait que ça a changé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce type d'information-là dépend de votre produit. Quel est le produit que vous fournissez? Quel est le type de prédiction? Et c'est pour ça qu'on parle avec notre équipe de design, mais non seulement ça n'impacte pas juste le design de qu'est-ce qu'on va montrer. Cette information, vous devez l'avoir en tant que développeur, parce qu'au tout début, quand vous étiez en train d'écrire votre code, dépendamment du type de prédiction que vous allez générer, la fonction de génération va changer. Et donc, c'est de l'information non seulement de design de produit, mais dans le développement lui-même. C'est vraiment très important. Les autres façons de display, c'est par exemple le pourcentage en disant, bon, ben, on vous recommande ça parce que 95% des personnes, je ne sais pas, des personnes dans votre réseau ou des personnes dans votre quartier sont allées dans ce restaurant-là. Et puis, ou alors, on vous recommande ce type de nourriture parce que ça fait partie de 30% des personnes qui ont mangé là-dedans vous ressemblent. Mais en tout cas, il faudrait vous donner de l'information. Next slide. Et puis, une autre façon de pouvoir faire de la visualisation, c'est en utilisant l'image. Soit en mettant des graphiques, soit en utilisant des zones, par exemple, en vous montrant ou en montrant aux gens qui vont avoir la prédiction, quelle région de l'image était importante pour vous montrer ces prédictions-là. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Malheureusement, on n'a pas mis ça dans les slides, mais au tout début, encore une fois, en 2017 ou 2018, il y avait une équipe de recherche qui avait développé un modèle qui était capable de détecter le cancer du sein sur des images de radiologie. Super, on était extrêmement contents. Ça fonctionnait 98% de performance. Et puis, donc, quand ils ont fini, qu'ils ont mis leur modèle à disposition des autres centres hospitaliers, ça fonctionnait vraiment pas. Mais c'était vraiment nul. Ça ratait tout. Puis on se pose des questions parce que quand même, c'est une équipe d'experts qui a développé ces outils. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, il s'avère que dans l'ensemble des données que en fait, quand ils ont analysé, ils ont regardé, ils ont essayé de regarder dans quelle région de la radiographie le modèle se basait pour prendre des décisions. Alors, réaliser que le modèle se basait sur le haut de la radiographie, sur un certain texte. Il s'est donc avéré que quand ils ont rassemblé leurs données, les patients qui avaient un cancer du sein venaient d'un certain hôpital. Cet hôpital-là, dans ses radiographies, mettait un petit symbole en haut des radios. Et puis tous les exemples de patients sains, donc qui n'avaient pas de cancer, venaient par contre d'une autre structure hospitalière qui, elle, ne mettait pas de texte. Ce modèle-là, tout ce qu'il avait réussi à apprendre, on lui a dit, il existe une différence entre cette radiologie puis l'autre. Ce que le modèle a réussi à apprendre, c'est qu'il a réalisé, il y avait un petit texte tout le temps dans les radios de cancer, pas de texte dans les radios de cancer, dans les radios saines, puis il commençait à chercher ce petit texte-là. Il n'a pas du tout appris les bonnes choses. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir de la visualisation, non seulement pour être critique. Donc, en tant que médecin, que professionnel, si on décide de se baser sur des systèmes de prédiction et qu'on est capable de voir où sont les régions sur lesquelles ils basent leurs décisions, mais ça nous permet de dire, bon, on dirait qu'il fait n'importe quoi, je vais juste me baser sur mon intelligence. Et des fois, on est obligé, même si c'est de l'intelligence artificielle, on est obligé d'avoir notre intelligence humaine qu'on a. Il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on arrive à être critique. La seule façon pour nous d'être critique et de décider que ça n'a rien à voir, là, le texte, même si tu me dis ça c'est un cancer, c'est juste un texte qui a le prénom de la personne. Moi, je vois et je sais que cette personne entière, elle n'a pas de symptômes, il n'y a rien. Donc, c'est fini. La façon dont on fait ça, c'est qu'on est capable de visualiser ce genre de choses.
Je pense que Gemma, excusez. Gemma, est-ce que tu peux faire la prochaine slide, s'il te plaît? Ooh. Sorry, you want that I go where? Well, the next slide. Yes. Oh. Oui. Ça? Juste après. En fait, ça, c'est quand je disais les images puis la région, mais c'est pas mal ça, excusez. Donc, le point... Is it this one? Non, juste, là, on arrivait pas mal à la fin de tout ce tour. Oui. L'idée, donc, on n'est pas vraiment allé en détail de comment visualiser ou comment aller montrer le top 10, le top 3. Mais j'espère que vous avez assez d'informations pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre déjà qu'est-ce que c'est que nos affaires d'intelligence artificielle, mais surtout de pouvoir voir l'intérêt de penser à comment ces outils vont être utilisés. Tout le monde ici, on prêche un peu aux convertis. Tout le monde présent ici est déjà conscient qu'il faut agir et faire en sorte que nos produits soient développés correctement, mais c'est surtout l'information importante ici, c'est si vous êtes des développeurs, que on vous dit « Oh, je veux un produit qui fait des prédictions pour quoi que ce soit », ne sautez pas immédiatement sur votre code. Comme je disais tout à l'heure, avec les librairies actuellement et les modèles disponibles, la majorité des choses que vous allez faire vont vous prendre du temps dans le design. Donc, comment vous allez penser, quelles sont les données que vous allez utiliser. On n'a pas passé beaucoup de temps à parler de la collection de données. Je vous ai juste donné un petit exemple en décidant que ma face pouvait s'appeler humain et que maintenant, mon modèle était performant 100% à détecter des humains. Mais c'est des choses très importantes auxquelles vous devez penser. Quelles sont les données que vous allez utiliser? Quelles sont les attentes de vos utilisateurs? Comment est-ce qu'ils vont utiliser ces modèles-là? Qu'est-ce que vous devez leur donner comme information supplémentaire qui peuvent les aider à prendre leurs décisions? Et puis, garder la conversation. Quand on vous montrait le cycle d'itération, on collecte nos données, on fait les modèles et puis on fait les évaluations. Incluez votre équipe de design dans ce cycle-là. Revenez les voir à la fin de votre génération de métriques. Et de la même façon, les designers, incluez vos développeurs quand vous pensez au produit, quand vous pensez à qui est l'utilisateur final. Faites vos recherches, comprenez comment ça va être utilisé. Et c'est ensemble qu'on va réussir à faire des modèles qui sont peut-être un peu plus trusted. Je ne sais pas comment dire ça, auquel on peut plus faire confiance. Et puis, utilisez votre intelligence. Elle est pas mal, pas mal performante. C'était mon mot de la fin. Gemma, si tu peux prendre le relais, puis le point de vue designer, mais je pense que c'était vraiment pas mal nos objectifs à deux. Oui, no, just exactly, just keep in mind, wait, I'm going to stop sharing. Like keep in mind that exactly that we have an intelligence and we should be as well like trying to calibrate the trust even for ourselves. And keeping in mind that, like all the data we have, it's in certain level it's biased as well. So we just keep all these things in mind when you design or when you develop or when you train your models. Yeah. Ça c'est tout. Des questions?